Parfois, le fondement le plus solide d'une idylle familiale cache des fissures invisibles à l'œil nu, jusqu'à ce qu'un grincement soudain annonce l'effondrement imminent. Ma vie, celle de Nicolas Martin, qui semblait sans faille, était bâtie sur un tel fondement. Qui aurait pu imaginer qu'une nuit ordinaire se transformerait en cauchemar, et que le doux murmure de ma femme Élodie deviendrait une condamnation, détruisant à jamais notre univers? J'ai découvert sa trahison, et cette nuit est devenue le point de non-retour, le commencement d'une histoire de douleur profonde et de vengeance froide et implacable. Cette nuit est arrivée sans avertissement, enveloppant notre ville d'un voile dense de silence inquiet. Nicolas Martin, habitué au rythme mesuré et prévisible des jours, s'est soudain réveillé d'un sursaut intérieur, ressentant un vide inhabituel à côté de lui. 12 ans de mariage, 2 enfants merveilleux, un fils et une fille. Il semblait que notre foyer familial était indestructible, et le bonheur sans nuage. Moi, ingénieur dans une grande et respectable entreprise, et Élodie, comptable dans une société privée, nous vivions dans un spacieux appartement, profitions d'un revenu stable et étions considérés comme un couple modèle. Mais à présent, mon cœur se serrait d'un pressentiment inexplicable. Où était Élodie? La chambre était enveloppée d'un silence oppressant. Seul le vent d'automne murmurait au loin par la fenêtre. La faible lueur de la veilleuse arrachait à l'obscurité les contours vagues des meubles. Envahi par l'inquiétude, je me suis levé du lit et suis sorti silencieusement de la chambre, en essayant de ne pas réveiller les enfants endormis. À peine ai-je franchi le seuil du salon que j'ai remarqué une faible lueur pulsatile. Élodie était assise sur le canapé, dos à moi, penchée sur l'écran brillant de son smartphone. Ses doigts volaient rapidement et nerveusement sur le clavier. Je me suis figé dans l'ombre de l'embrasure de la porte, en tâchant de ne pas trahir ma présence, et les mots qui ont glissé des lèvres d'Élodie m'ont transpercé. « Tu me manques tellement », a-t-elle murmuré à peine audible. Dans le silence de la nuit, ce murmure a résonné comme un écho glacé et sonore dans ma tête. Oui, demain, comme convenu, je t'embrasse. Tout en moi s'est glacé. Je savais que j'écoutais aux portes, mais je ne pouvais pas m'arrêter, comme pris au piège d'un cauchemar. Une seconde plus tard, Élodie a posé le téléphone et a soupiré lourdement, d'une manière déchirante. J'ai fait semblant de ne venir d'arriver que maintenant, en traînant délibérément le pied sur le sol. Élodie a sursauté violemment et s'est retournée. Son visage était tendu, figé dans un masque de frayeur, mais l'instant d'après elle a souri de manière forcée. « Tu ne dors pas » a-t-elle demandé, en s'efforçant de parler d'un ton égal, mais j'ai distinctement perçu les notes tremblantes dans sa voix et ses yeux agrandis par la peur. Moi, j'ai fait semblant que rien d'étrange ne se passait. Je me suis réveillé, tu n'étais pas là, ai-je répondu doucement, en m'approchant. Tout va bien? Oui, tout va bien, a-t-elle répondu trop précipitamment, en détournant le regard, comme cherchant quelque chose sur la table. L'écran de son téléphone était déjà éteint. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais soif d'eau. Compris. J'ai regardé le téléphone de ma femme, posé écran vers le bas. Je ressentais presque physiquement la tension étouffante qui planait dans l'air. Je peux te faire un thé. Tu ne dors pas? Non, non, pas besoin, a répondu Élodie en se levant. Elle est passée devant moi vers la cuisine, évitant mon regard. Va te recoucher, j'arrive tout de suite. Je suis resté sur place, en la suivant du regard. Une lourdeur annonciatrice d'un malheur imminent grossissait dans ma poitrine. Je venais d'entendre clairement ma femme murmurer à quelqu'un, « Tu me manques et je t'embrasse ». Et ce n'était manifestement pas pour les enfants. Notre fils Lucas et notre fille Emma dormaient depuis longtemps dans leur lit. À qui disait-elle ces mots intimes au milieu de la nuit? Élodie est bientôt revenue dans la chambre. Je me suis allongé, feignant de dormir. Bien que tout bouillonnait en moi de questions non dites. Ma femme s'est couchée silencieusement à côté, en essayant de ne pas faire de bruit. Je sentais sa tension, comme un fin chant électrique. Elle était allongée, tournée vers le mur, sa respiration était irrégulière. Je comprenais que quelque chose se passait, et que c'était quelque chose de très, très mauvais. Le matin, Élodie s'est comportée de manière étonnamment énergique et affairée, en s'efforçant de paraître normale, même de façon trop jouée. Au petit déjeuner, elle a soudain annoncé qu'elle rencontrerait une amie après le travail. Avec Hélène, ai-je demandé instantanément, en fronçant les sourcils. Hélène était son amie de longue date. Oui, avec Hélène, a hoché Élodie, en évitant mon regard. Elle lui avait demandé de l'aider à choisir un cadeau pour notre fils. J'ai seulement serré les mâchoires. La nuit,
Élodie parlait au téléphone avec quelqu'un qui n'était pas Hélène. Mais je suis resté silencieux, réprimant la rage qui bouillonnait en moi. D'accord, alors je vais chercher les enfants à l'école et à la maternelle moi-même. Ne t'inquiète pas, ai-je répondu doucement. Merci. Élodie m'a rapidement embrassé sur la joue. Son geste m'a semblé répugnant d'insincérité. J'essaierai de ne pas rentrer trop tard. Bientôt, elle est partie en voiture pour le travail. Je suis aussi allé au bureau, mais les pensées sur la conversation nocturne ne me lâchaient pas, comme une toile d'araignée collante. Le plan de rencontre avec Hélène semblait extrêmement suspect, et j'ai décidé de vérifier sa véracité. Dans la journée, en me forçant à agir avec sang-froid et sans émotion, j'ai composé le numéro d'Hélène. Elle a été surprise. Bonjour, Nicolas. Il s'est passé quelque chose? Bonjour. Non, tout va bien. Écoute, Élodie a dit que vous vouliez vous voir aujourd'hui après le travail. Vous avez déjà choisi le cadeau? Ai-je demandé aussi naturellement que possible, en tâchant de donner à ma voix une légèreté. Au bout du fil, un long silence sonore s'est installé. Nicolas, je suis de service toute la journée jusqu'à ce soir, a répondu Hélène, déconcertée. Nous n'avions rien prévu avec Élodie. Et qu'est-ce qui se passe? Compris. Rien, j'ai probablement confondu, ai-je dit d'une voix sourde et j'ai rapidement raccroché. En posant le téléphone, je suis resté longtemps silencieux. Mes mains se serraient lentement en poing, jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Mensonge. Un mensonge pur et simple. Élodie n'avait même pas pris la peine de prévenir son ami qui couvrait pour elle. La colère et une douleur aiguë ont explosé simultanément dans ma poitrine. J'ai eu envie d'appeler immédiatement ma femme, d'exiger des explications, de faire un scandale monumental, mais je me suis retenu, en grinçant des dents jusqu'à la douleur. Avant d'organiser des confrontations, il fallait des preuves irréfutables. Désormais, il ne restait presque plus de doute. Élodie me trompait, mais avec qui et pourquoi? Aujourd'hui, comme convenu, me suis-je souvenu du murmure nocturne de ma femme. Il s'avérait qu'elle devait rencontrer quelqu'un précisément aujourd'hui. Peut-être en ce moment même. Sans réfléchir davantage, je me suis levé résolument et suis sorti du bureau, ayant à peine trouvé un prétexte plausible pour mes collègues. En chemin, j'ai brièvement contacté mon vieil ami Olivier. Tu peux aller chercher mes enfants à l'école et à la maternelle aujourd'hui, ai-je demandé tendu à mon ami, sans entrer dans les détails. Affaire urgente. Olivier a immédiatement compris au ton de ma voix que la situation était grave, et sans question superflue, il a accepté d'aider. Je suis rentré à la maison, puis je me suis dirigé vers le bureau d'Élodie. Sa journée de travail se terminait à 18h, mais à 17h30 sa voiture n'était déjà plus sur le parking. Cela signifiait qu'elle était partie plus tôt sous un prétexte quelconque. Mon cœur s'est mis à battre follement dans ma poitrine. Je me suis éloigné, en essayant fébrilement de deviner où elle pouvait se diriger. Les minutes de recherche douloureuses s'éternisaient. Chaque seconde semblait une éternité. J'ai parcouru les rues principales autour de son bureau, puis en direction de notre quartier. Rien. Il faisait rapidement sombre dehors. Les lampadaires s'allumaient l'un après l'autre, jetant de longues ombres. Soudain, je me suis souvenu. Élodie avait souvent mentionné récemment un petit café intime près du centre. Apparemment, l'atmosphère y était agréable. Aucune garantie, mais mon intuition m'a poussé obstinément à y aller. En me garant près du café, j'ai regardé autour de moi et ai presque immédiatement repéré la voiture familière d'Élodie, laissée sur un parking de l'autre côté de la rue. Ma femme elle-même n'était pas visible à l'intérieur du café, mais à l'une des tables éloignées sur une terrasse cosy, j'ai vu une silhouette féminine de dos, très ressemblante à Élodie. En face d'elle était assis un homme. Je ne pouvais pas distinguer son visage depuis la voiture, mais j'ai remarqué qu'il avait tendu la main par-dessus la table et avait doucement recouvert la paume d'Élodie de la sienne. Elle n'avait pas retiré sa main, mais s'était seulement un peu rapprochée. J'ai senti comme si de la rage brûlante coulait dans mes veines, brûlant chaque cellule de mon corps. Mes tempes palpitaient, mes yeux s'assombrissaient de colère. Mes pires soupçons se confirmaient sous mes yeux. Élodie était assise avec un homme inconnu, se tenant la main, pendant qu'elle mentait à son mari en parlant d'une amie. Pendant un instant, tout autour de moi s'est assombri, s'est dissous dans une brume rouge de rage. J'ai déjà tendu la main vers la portière de la voiture, avec l'intention de sauter dehors et de régler ça avec eux deux sur place, sous les yeux de tous, mais au dernier moment je me suis maîtrisé comme au bord du gouffre.
Non, il est facile de faire des bêtises maintenant, mais après? Un scandale en public. Il lui suffirait de se mettre à pleurer et d'inventer un nouveau mensonge encore plus élaboré. Peut-être même que je n'aurais pas le temps de savoir qui était vraiment ce type. Je me suis forcé à me calmer, à respirer régulièrement. J'ai observé depuis la voiture, en tâchant de ne pas attirer l'attention, en me fondant dans les ombres du soir. 1 minute plus tard, Élodie et l'homme se sont levés de la table. L'homme l'a galamment aidé à enfiler sa légère veste, en l'entourant de son bras à la taille. Élodie l'a permis, et son corps s'est légèrement avancé à sa rencontre. Tout s'est retourné en moi de douleur aiguë et d'humiliation, mais j'ai continué à rester assis, recroquevillé derrière le volant, comme cloué sur place. Le couple s'est dirigé vers la sortie et a quitté le café. J'ai discrètement glissé derrière eux, en gardant une distance respectueuse. L'homme conduisait ma femme par le bras. Leur démarche était décontractée, confiante. Ils se sentaient clairement comme un couple amoureux. Ils marchaient tranquillement sur le trottoir, et Élodie parlait avec animation, souriant de ce sourire sincère et heureux qu'elle m'avait autrefois réservé uniquement à moi. Maintenant, ce sourire était destiné à un autre. En gardant mes distances, je les ai suivis sur un pâté de maison, jusqu'à ce qu'ils tournent dans la cour d'un immeuble typique à plusieurs étages. Mon cœur battait si fort qu'il semblait que ses battements résonnaient en écho entre les bâtiments. En approchant de l'entrée, l'homme a sorti ses clés. Élodie a regardé autour d'elle, comme pressentant quelque chose, mais n'a rien remarqué. J'ai à peine eu le temps de me retirer derrière le coin de l'entrée, en me cachant dans l'ombre. Moi, retenant mon souffle, j'ai jeté un coup d'œil du coin de l'œil. L'homme a ouvert la porte et a invité galamment Élodie à entrer en premier. Elle a glissé à l'intérieur, et il est entré à sa suite. La porte s'est refermée doucement, me coupant du monde qui venait de s'effondrer. J'ai lentement expiré. Dans mon âme, tout s'est effondré définitivement et irrévocablement. Il ne restait plus de doute. Élodie me trompait. Elle était allée chez son amant. À ce moment-là, derrière la porte fermée de l'appartement régnait une atmosphère complètement différente, plus intime et excitée. Cyril, avec un sourire satisfait, a enlacé Élodie par les épaules, en la pressant contre lui. « Eh bien, nous voilà seuls, ma belle. » Elle a essayé de sourire en retour, en chassant la vision de peur que quelqu'un ait pu nous suivre. Son cœur battait encore follement à cause de l'adrénaline de la rencontre secrète, de l'anticipation de la proximité interdite. Élodie a enlevé sa veste et ses chaussures, en s'affalant avec délice sur le canapé moelleux dans le salon de Cyril. « Tu es fatiguée aujourd'hui, ma chatte ?» a-t-il demandé avec une tendre moquerie, en s'asseyant à côté et en passant la main dans ses cheveux. « Un peu. » Élodie a fermé les yeux. Tant de nerfs à tout cacher. Parfois, il me semble que Nicolas soupçonne quelque chose. Cyril a reniflé et s'est immédiatement collé à son cou avec ses lèvres, déposant de légers baisers. « Allez, laisse tomber. Ton mari ne remarque rien, je t'assure. Tu disais toi-même qu'il passe ses soirées devant l'ordinateur, plongé dans son travail. Il n'a pas le temps pour ça. » Élodie a soupiré, en permettant à son amant de l'embrasser. Au fond d'elle, une inquiétude s'est éveillée. En effet, son mari était devenu plus renfermé, distant ces derniers temps. Mais peut-être était-ce elle qui s'était éloignée de lui, plongée dans sa vie secrète. « C'est quand même effrayant, » a-t-elle murmuré, en entourant Cyril de ses bras par les épaules. « S'il découvre, je ne sais pas ce qui se passera. » « Il ne découvrira rien », a coupé Cyril avec assurance et a recouvert ses lèvres d'un baiser. Assez parlé de ça. Le téléphone sur la table a clignoté, vibré, interrompant le moment intime. Cyril s'est arraché irrité d'Élodie et a jeté un regard. Sur l'écran s'affichait le nom de sa femme. « Merde, elle appelle encore », a-t-il sifflé entre ses dents. « Elle attendra. » Il a raccroché et a complètement éteint le téléphone. Élodie observait cela en silence. Seules ses lèvres ont esquissé un sourire tordu, reflétant des sentiments mêlés. Cyril a remarqué l'expression de son visage et a souri, en l'attirant plus près. « Tu es jalouse ? Je suis avec toi, petite sotte. Ma femme pense que je suis retenu au bureau. Ne t'inquiète pas. » Élodie a rougi et a secoué la tête. « Non, c'est juste désagréable tout ça. Les mensonges à la maison et là-bas. » Elle s'est détournée, en se mordant les lèvres, comme essayant d'étouffer la voix intérieure de sa conscience. Cyril l'a à nouveau attirée à lui, et ses caresses étaient insistantes.
Pour notre amour, il faut parfois faire des sacrifices, a-t-il murmuré, en glissant ses mains dans son dos sous le chemisier. C'est ce que tu voulais. Élodie a tremblé sous les caresses. La voix intérieure lui répétait que tout cela était mal, qu'elle détruisait sa vie. Mais les paroles de Cyril et sa chaleur atténuaient les remords de conscience, en endormant sa vigilance, elle lui a répondu par un long baiser passionné, en laissant ses pensées se dissoudre dans une douce brume d'oubli. Que le monde entier attende, que la douleur et la peur reculent au second plan. Quelques heures plus tard, allongée dans le lit aux côtés d'un Cyril somnole, Élodie repassait dans sa tête la journée écoulée. Son cœur a été piqué. Elle n'avait pas appelé les enfants avant de dormir, comme promis, mais elle a immédiatement chassé cette pensée. Une fois, on peut, je rattraperai demain. Maintenant, elle aussi voulait un peu de bonheur, un peu d'oubli. Élodie s'est penchée vers son amant. Il faut que je parte. Il est déjà tard. Cyril a ouvert paresseusement les yeux et a bâillé. MMM. Tu ne veux pas rester jusqu'au matin? Non, tu sais bien que je ne peux pas. Les enfants, et puis. Elle a tendu la main vers ses vêtements. Cyril a froncé les sourcils, mais n'a rien dit. 15 minutes plus tard, il l'a déposée déjà en voiture à quelques pâtés de maison de chez elle, là où elle le lui avait demandé, pour éviter les soupçons. En se quittant, il a embrassé Élodie sur les lèvres. À vendredi, ma chatte. Vendredi, on s'organisera une autre réunion, a-t-il grimacé. Ses yeux brillaient. Seulement sois prudente, pour l'amour du ciel, a-t-elle demandé en sortant de la voiture. Bien sûr, d'accord, a-t-il acquiescé. Cyril est parti, et Élodie est rentrée tranquillement chez elle. Des battements sourds résonnaient dans sa poitrine, des sentiments mêlés, honte, peur et encore une excitation douce qui couvait. Elle s'est convaincue que tout irait bien, que personne ne saurait rien. Pendant plusieurs minutes, je suis resté debout, adossé la nuque contre le mur de briques froides de l'immeuble, comme essayant d'absorber son indifférence. J'ai senti une boule oppressante dans ma gorge. J'avais envie de crier, de me précipiter à l'étage, d'enfoncer la porte de l'appartement où ils étaient entrés. Mais à quoi cela aurait-il servi? J'ai imaginé les scènes. Élodie se débrouillant, niant l'évidence, inventant un nouveau mensonge. Des scandales publics désagréables. La police, si je craquais et estropiais l'amant. Non, simplement tabasser ce type, c'était trop peu. Cela ne rendrait pas la confiance, ne guérirait pas la blessure, n'aggraverait que la douleur. Il fallait autre chose. Je me suis lourdement accroupi, en baissant la tête, en couvrant mon visage de mes mains. Mon cœur bouillonnait de douleur et de rage, mais à travers cette douleur émergeait déjà une résolution froide et d'acier. Je ne permettrai pas qu'on se moque de moi. Il ne fallait pas se précipiter maintenant. Chaque action devait être calculée. Il fallait tout penser dans les moindres détails. Frissonnant à cause du froid soudain de l'air du soir, je me suis finalement relevé. Mon regard était devenu sec et dur. Il y avait un feu de rage et de détermination figé dedans. Un plan de vengeance commençait à germer dans ma tête, en prenant des contours nets. Mais d'abord, des preuves. Sortant mon téléphone, j'ai composé le numéro de mon ami proche. Olivier, bonjour. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit d'une voix rauque, changée, en regardant les fenêtres sombres de l'immeuble anonyme, derrière lesquelles se cachait la passion vulgaire de quelqu'un d'autre. Une demi-heure plus tard, la voiture d'Olivier s'est arrêtée au bord du trottoir à côté de moi. Je suis monté dans l'habitacle, en claquant la portière. À l'intérieur, il faisait sombre. Seule la lueur tamisée du tableau de bord éclairait mon visage sombre et épuisé. Olivier a jeté un rapide coup d'œil à son ami et a tout compris sans mots. Alors, c'est vrai, a-t-il dit doucement, en serrant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. J'ai hoché la tête, en détournant le regard vers la fenêtre, où scintillaient les lumières de la ville. Pendant quelques secondes, nous sommes restés silencieux, plongés dans nos pensées, puis Olivier a rompu le silence. Raconte, a-t-il dit d'un ton exigeant. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai grossièrement expiré et essayé de parler calmement, bien que ma voix tremblait quand même, trahissant ma douleur intérieure. Je l'ai surprise dans un café avec un type. Il se tenait la main. Ensuite, il l'a emmené chez lui. J'ai tout vu de mes propres yeux, Olivier. Olivier a juré entre ses dents, en frappant la paume sur le volant. La voiture a tangué sous le coup. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux qu'on y aille tout de suite et qu'on tabasse ce salaud?
Je suis avec toi. J'ai secoué négativement la tête. Non, ce n'est pas suffisant de simplement lui casser la figure. Tout ne s'arrêtera pas là. Je veux qu'il paie au maximum. Et elle, et lui. Tu as des idées? Olivier s'est tourné tout entier vers moi. Ses yeux brûlaient de détermination. Je suis partant pour n'importe quel plan, mon pote. Dis-moi juste, et je le fais. J'ai fermé les yeux, en rassemblant mes pensées. Il faut des preuves, pour qu'elle ne puisse pas se dérober. Des photos, des vidéos, tout ce qui est possible, et savoir qui est ce type. Les preuves, ce n'est pas un problème. Tu te souviens de Philippe? Il est devenu détective privé après avoir été dans la police. Je peux le mettre sur le coup. C'est un pro, a proposé Olivier. J'ai hoché la tête. Vas-y, plus tôt ce sera, mieux ce sera. Qu'il commence la surveillance dès demain. J'ai déjà l'adresse où ils se sont retrouvés. J'ai donné à Olivier l'adresse de l'immeuble dans la cour duquel le duo amoureux s'était caché. Olivier a immédiatement appelé Philippe, lui a brièvement expliqué la situation de manière professionnelle et a convenu d'un rendez-vous le matin. Pendant qu'Olivier parlait, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Élodie. En souriant sans joie, j'ai répondu « oui ». La voix de ma femme sonnait méfiante avec des notes d'inquiétude. « Nicolas, où es-tu? Je suis à la maison, tu n'y es pas. Les enfants sont chez maman. Qu'est-ce qui s'est passé? » J'ai échangé un regard avec Olivier et répondu calmement « Chez maman, j'ai dû m'attarder pour des affaires. Je serai bientôt là. Tu me fais peur. » Commence Élodie, mais je l'ai coupé. Tout va bien, je serai bientôt là. On parlera. J'ai raccroché sans écouter plus. Olivier a interrogativement haussé un sourcil. Elle appelle, elle s'inquiète, ai-je dit avec une ironie amère. Et il y a quelques heures, elle ne se souciait pas particulièrement de la famille. Olivier a reniflé. Maintenant, c'est ton tour de jouer au secret. On voit le détective, on planifie tout. On se retrouve demain avec Philippe à 9 h du matin. Je t'enverrai l'adresse. Comment tu te sens? A demandé Olivier en prenant congé. J'ai hoché la tête. Oui, j'y serai. Merci, mon ami. Nous nous sommes serrés la main fermement, nos regards se sont croisés. Tiens bon, a dit fermement Olivier. Pour l'instant, le plus important est de rassembler les infos, et après on les détruira en miettes, ces salauds. Je n'ai rien répondu, j'ai seulement serré les mâchoires. Dans ma poitrine, la douleur aiguë de la prise de conscience de ce qui s'était passé a de nouveau flambé, mais je l'ai supporté. Il restait à tenir encore un peu, pour les enfants, pour la justice. Le matin, à peine ai-je raccompagné Élodie au travail, je me suis précipité au rendez-vous avec le détective privé. Olivier m'attendait devant un petit bureau au centre-ville. Une plaque sur la porte indiquait « Agence de détectives Moreau et associés ». Dans le bureau, orné de photographies de lieux d'anciennes enquêtes, nous a reçu un homme de taille moyenne, robuste, d'une 50aine d'années, au regard perçant et perspicace. Il m'a serré la main et m'a proposé de m'asseoir. Philippe Moreau, s'est présenté le détective. Court, sans préambules inutiles. Olivier m'a déjà raconté un peu. Pourriez-vous, Nicolas, exposer tout depuis le début? Moi, serrant les doigts jusqu'à ce qu'ils blanchissent, j'ai essayé de décrire brièvement la situation, sans émotion superflue. Soupçons, appel nocturne, mensonge sur l'ami, filature jusqu'au café et à l'entrée. J'ai indiqué la date, l'heure, l'adresse, les signes distinctifs de l'amant et tout ce que j'avais réussi à remarquer. Philippe écoutait avec concentration, sans m'interrompre, notant seulement de temps en temps quelque chose dans un carnet d'une écriture soignée et lisible. Quand j'ai eu terminé, le détective a posé quelques questions de clarification. L'emploi du temps d'Élodie, la marque et le numéro de sa voiture, les lieux de rencontre habituels possibles, les noms des amis les plus proches. Enfin, Philippe a posé le carnet. Je prends l'affaire. Voici le plan, dans les prochains jours, j'installe une surveillance sur votre épouse. Je la suivrai après le travail, et si nécessaire aussi pendant la pause déjeuner. Je ferai des photos et des enregistrements vidéo des rencontres avec l'objet. Je tâcherai aussi d'identifier l'homme et de rassembler des informations sur lui. J'ai hoché la tête, en écoutant entendu chaque mot. Olivier a tapé sur l'épaule de son ami, en essayant de lui donner de l'assurance. Philippe est un pro, tout sera nickel.
Philippe a précisé, vous avez besoin de preuves exclusivement à des fins personnelles ou envisagez-vous de saisir la justice? Si c'est pour le tribunal, il faudra respecter la légalité de l'obtention des preuves. D'abord pour moi, mais elles pourraient aussi servir au tribunal, ai-je répondu d'une voix rauque. Surtout, filmez-les ensemble de manière aussi claire que possible, pour qu'il n'y ait aucun doute. Le détective a hoché affirmativement la tête. Compris. Je tâcherai de rassembler des preuves exhaustives. Je ne contacterai bien sûr pas votre femme ni son entourage. Tout restera confidentiel. De votre part, il n'y a qu'une seule exigence, restez calme et ne vous trahissez pas pendant que je travaille. Prêt? J'ai serré les poings et ai répondu fermement, prêt. Nous nous sommes serrés la main, en convenant de rester en contact via une messagerie sécurisée. En partant, j'ai croisé le regard de Philippe, et il a dit calmement, tiens bon, c'est toujours dur, mais ne vous inquiétez pas, on mènera l'affaire jusqu'au bout. Dans le regard du professionnel se lisait de l'assurance, et je me suis senti un peu mieux. Le mécanisme de la vengeance s'était mis en mouvement. Une autre semaine de douloureuse attente épuisante s'est écoulée. Élodie continuait ses rencontres avec des amis et des réunions urgentes, tous les 2 jours, et moi je faisais semblant de croire chacun de ses mots, cachant derrière ce masque ma douleur et ma rage. Le détective m'envoyait régulièrement via la messagerie des photographies et des enregistrements vidéo. Voici Élodie embrassant son amant dans une voiture garée. Leur visage déformé par la passion. Voici eux entrant ensemble dans ce même immeuble, enlacés en marchant. Voici eux sortant quelques heures plus tard, se tenant par la taille, contents et détendus. Chaque nouvelle preuve brûlait mon cœur d'une douleur insupportable, mais je tenais, en transformant cette douleur en une rage froide et d'acier qui se renforçait chaque jour. Enfin, Philippe a eu un rapport complet, rassemblé jusqu'au moindre détail. Un soir, nous nous sommes rencontrés personnellement avec le détective pour qu'il me remette toutes les preuves. Le détective m'a remis une clé USB et des photos imprimées. Sur les photos en couleur, Élodie et son amant étaient capturés dans les poses les plus éloquentes, baisers passionnés, tendres étreintes, entrées communes dans l'appartement où ils passaient du temps. Le visage d'Élodie rayonnait de bonheur sur ces clichés, et cela me faisait particulièrement mal et souffrir. Mes mains tremblaient involontairement, et dans ma poitrine alternaient des flambées de rage totale et une douleur sourde et lancinante. J'ai serré les dents et me suis forcé à regarder toute la sélection jusqu'au bout, sans sauter un seul cadre. L'amant s'appelle Cyril Lambert, 38 ans, rapportait sèchement Philippe pendant que je regardais les photos. Il est chef de service dans la société où travaille votre femme, c'est-à-dire son supérieur. Marié, a une fille de 5 ans. Voici son dossier. Le détective a tendu une fine chemise. J'ai jeté un coup d'œil rapide. Dans la chemise, il y avait des copies de profils de réseaux sociaux, des informations sur la famille de Cyril, des adresses et même une photo, le visage satisfait d'un homme brun costaud, à côté d'une belle femme et d'un enfant. Sa femme et sa fille, ai-je noté machinalement, en ressentant une nouvelle puissante montée de colère. Donc, ce salaud détruit aussi sa famille, en causant de la douleur à des gens innocents. Merci, Philippe, ai-je dit doucement en refermant la chemise. Mes lèvres avaient blanchi de tension. Content d'avoir pu aider, a hoché Philippe. Si vous avez besoin de quelque chose d'autre, n'hésitez pas. En me séparant du détective, j'ai resté quelques minutes dans la voiture d'Olivier, qui était venu me rejoindre avec l'ami. Je suis resté silencieux, fixant un point devant moi, comme essayant de prendre conscience de toute la profondeur de la chute. Dans mon âme régnait le chaos. J'avais simultanément envie de sangloter à en perdre haleine et de crier de douleur, mais les larmes avaient déjà séché. Il ne restait qu'une détermination brûlante et dévastatrice. Olivier aussi restait silencieux, me laissant digérer ce que j'avais vu, sans troubler ma douleur. Enfin, j'ai expiré et ai prononcé d'un ton complètement calme, presque glacial, il est temps de mettre fin à ce spectacle. Olivier a parlé le premier, en consultant les notes du détective. Donc, on va les prendre sur le fait. Philippe a indiqué qu'il se retrouve généralement chez lui après le travail. Oui, c'est ça, ai-je hoché fermement. Au prochain de leur rendez-vous, on débarquera sans prévenir. Il faut connaître le numéro de l'appartement et comment entrer, a calculé Olivier. Je demanderai à Philippe. Il doit avoir des contacts dans l'immeuble. Oui, qu'il découvre le code de l'interphone et l'étage, ai-je accepté. Qu'est-ce qu'on fait pour la partie physique, a demandé prudemment l'ami, en me lançant un regard scrutateur. Tu vas vraiment lui casser la mâchoire si tu ne te retiens pas s'il l'a mérité, qu'il prenne, ai-je coupé d'un ton sombre.
Ma voix vibrait d'acier. Mais toi, essaie de me retenir si besoin. La prison ne m'intéresse pas, Olivier a hoché la tête. Compris. Je serai à côté, ne t'inquiète pas, pendant quelques secondes, nous sommes restés silencieux, en digérant le plan. Peut-être prévenir sa femme? Qu'en penses-tu? A lancé Olivier en plissant les yeux méchamment. Philippe a dit qu'il était marié, ce salaud. Je le ferai d'un ton froid. Mais plus tard. D'abord notre affaire. Et les parents d'Élodie? Encore plus tard, ai-je demandé à Olivier. Et à eux aussi. J'ai soupiré lourdement. Seulement après, je leur dirai. D'accord. Olivier m'a serré fermement la main, en y mettant tout son soutien. Bon, alors j'attends le signal. On n'a pas eu à attendre longtemps. 2 jours plus tard, un vendredi, Élodie m'a annoncé que son mari avait une réunion d'entreprise et qu'elle pourrait rentrer tard dans la nuit. J'ai imperturbablement souhaité qu'elle réussisse, et mon visage était impénétrable. Bien sûr, il n'y avait aucune réunion. Sur indication de Philippe, je savais déjà que après le travail, Cyril avait invité Élodie chez lui. Le détective ce jour-là était de garde sur le parking et a confirmé qu'environ 19h les 2 amants étaient arrivés en voiture de Cyril à son immeuble et étaient montés dans l'appartement. 15 minutes plus tard, je me suis arrêté devant l'entrée, en serrant le volant jusqu'à ce que mes articulations me fassent mal. Mes jointures étaient blanches. À côté de moi était assis Olivier. Il avait insisté pour venir avec moi, pour au besoin me retenir d'un geste irréparable, et aussi simplement pour me soutenir dans ce moment difficile. Alors, on y va, a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, sans quitter mon regard sombre des fenêtres sombres du 3e étage. Là, dans l'appartement de Cyril Lambert, se trouvait maintenant ma femme avec un autre homme. Dans ma tête, encore et encore, des images flambaient. Eux ensemble, déshabillés, et elle l'enlaçant, pas moi. Ma poitrine s'est de nouveau remplie d'une rage totale et incontrôlable. On y va, ai-je sifflé et je suis sorti de la voiture. La porte de l'entrée était verrouillée par interphone, mais Olivier avait préalablement obtenu le code du détective. Aucun problème. 1 minute plus tard, les amis montaient déjà l'escalier légèrement éclairé jusqu'au 3e étage. Sur le palier, ça sentait les oignons frits et les vieux tapis. Des odeurs de quotidienneté en contraste avec le drame à venir. Devant la porte en question, je me suis arrêté 1 seconde. Derrière, on entendait des voix étouffées, le rire d'Élodie, puis l'homme disait quelque chose. Il ne se doutait même pas que derrière le seuil les attendait déjà la vengeance. Que leur doute tête-à-tête allait être cruellement interrompu. J'ai senti tout mon corps se tendre, ma respiration s'accélérer. J'ai regardé Olivier et hoché la tête. Il a pris position sur le côté, prêt à agir. J'ai donné un grand coup de pied à côté de la serrure. La porte en bois a tremblé, et au 2e coup la serrure a sauté avec un craquement. La porte s'est ouverte avec fracas à l'intérieur, exposant le secret. Qu'est-ce que... a retenti la voix masculine depuis le fond de l'appartement, pleine d'incompréhension et d'inquiétude. J'ai traversé le vestibule en 3 enjambées. Dans l'embrasure du salon se sont figées 2 silhouettes, Élodie et Cyril. Tous 2 étaient alarmés par le bruit, leur visage exprimait de la frayeur et de l'incompréhension. Élodie s'enveloppait dans une couverture, en essayant de cacher sa nudité. Son visage s'était figé dans un masque d'horreur. Ses yeux s'étaient grandement ouverts. Cyril, pieds nus, en jean et chemise déboutonnée, se tenait devant elle, en se protégeant instinctivement sa maîtresse comme un bouclier. En voyant le mari qui avait fait irruption, Élodie a poussé un cri perçant. « Nicolas !» Cyril s'est figé un instant, mais a ensuite fait un pas en avant, en essayant d'afficher de l'assurance et de se donner un air menaçant. « Vous, qui êtes-vous? Comment osez-vous entrer comme ça? Je vais appeler la police. » Il n'a pas eu le temps de finir. Moi, sans dire un mot, je me suis jeté sur lui et lui ai asséné un coup dévastateur au poing sur la mâchoire. Un craquement s'est entendu, soit d'os, soit de dents, et Cyril a été projeté en arrière, en renversant une lampe sur pied qui est tombée avec fracas. « Nicolas, arrête !» a crié Élodie en se précipitant en avant. La couverture a glissé de ses épaules, découvrant sa culotte et son ventre nu, mais elle n'y prêtait pas attention. En hâte, en se rhabillant, elle s'est jetée entre son mari et l'amant terrassé. « Ne le touche pas, je vais tout expliquer. » J'étais enflammé de rage, mes yeux brûlaient. J'ai repoussé Élodie sur le côté, sans regarder sa nudité qui ne me touchait plus.
Les traîtres ne s'expliquent pas, on les punit. Écarte-toi. Cyril, titubant, s'est relevé sur ses pieds, en essuyant le sang de sa lèvre fendue. Son visage s'était déformé de douleur et de colère. Tu as complètement perdu la tête, je vais te faire emprisonner. C'est exactement ce que j'attendais. Ces mots n'ont fait que m'exciter davantage. En grognant, je me suis à nouveau jeté sur l'amant de ma femme. Cette fois, Cyril a essayé de riposter, mais a manqué son coup. J'ai esquivé et lui ai collé un coup dans l'estomac. Cyril s'est plié, a gémi, en s'affaissant sur les genoux. Élodie pleurait hystériquement, en essayant soit d'attraper les mains de son mari, soit de retenir son aimé de tomber. Olivier a bondi et l'a saisie, en l'écartant sur le côté. « Calme-toi, mademoiselle, ne gêne pas, lâche-moi. »« Qui es-tu » a-t-elle piaillé en essayant de se dégager. Mais Olivier n'a fait que serrer plus fort ses épaules, en la maintenant en place. Pendant ce temps, j'ai saisi Cyril par le col de sa chemise déboutonnée et l'ai tiré vers moi. « Tu voulais la police ?» Elle sifflait directement dans le visage ensanglanté et enflé de l'amant. Ma voix était pleine de mépris. « Vas-y, appelle. Tu raconteras aux flics comment tu couchais avec la femme d'un autre, alors que tu es toi-même marié. »« Allez, vas-y », Cyril a râlé en essayant de me repousser, mais en vain. Je l'ai secoué et lui ai asséné un coup de tête contre le mur. Il a gémi et s'est ramolli, en glissant sur le sol, en perdant conscience. « Ça suffit, Nicolas, calme-toi mais fermement », a dit Olivier en s'approchant et en posant une main sur l'épaule de son ami. Ça suffit, il a compris maintenant. Je respirais lourdement, ma poitrine se soulevait. Devant mes yeux, tout était rouge. J'ai jeté un bref regard à Élodie tremblant dans le coin. Elle, enveloppée dans la couverture, sanglotait doucement, en regardant l'amant battu avec des yeux grands ouverts d'horreur. Il a compris, tu dis ? Elle sifflait en lâchant le corps inerte de Cyril sur le sol. Ce n'est que le début de la compréhension. J'ai fait un pas vers ma femme. Élodie s'est plaqué le dos contre le mur, en essayant de s'y fondre. Ses yeux brillaient de larmes, son visage avait pâli, ses lèvres tremblaient, incapable de prononcer un mot. « Nicolas, je suis désolée », a-t-elle murmuré à peine audible. Sa voix était plus fine qu'un fil d'araignée. J'ai regardé avec dégoût, comme un insecte répugnant ne provoquant que du dégoût. « Tais-toi, pas un mot. Tu m'as trahi, tu as piétiné notre famille. Il n'y a pas de pardon pour toi. » Élodie s'est mise à sangloter à voix haute, en essayant de se couvrir le visage de ses mains, en secouant dans des sanglots silencieux. Olivier observait avec méfiance, prêt à intervenir, mais je n'ai pas frappé ma femme. Je bouillonnais seulement de rage et de mépris, qui était plus terrible que n'importe quel coup. En me penchant vers l'homme terrassé qui gémissait doucement en reprenant conscience, j'ai sifflé, « Si je te revois encore près de ma famille, je te tue, sale type. » Cyril n'a pas répondu. Il a seulement fermé les yeux et s'est détourné sur le côté, en crachant du sang sur le parquet, son corps tremblait. Je me suis redressé et jeté sur le sol plusieurs photographies. Celles que m'avait données le détective. Sur elles étaient clairement capturées Élodie et Cyril enlacés. Leurs visages rayonnaient de bonheur. « En souvenir pour vous, les tourtereaux », ai-je dit avec un sourire glacial. Ma voix était sans vie. « Contemplez, tout le reste vous le recevrez plus tard. » Je me suis retourné et suis sorti d'un pas ferme, en tâchant de calmer les battements frénétiques de mon cœur, de l'appartement dévasté et de ma femme. En jetant un dernier regard à ma femme, Olivier s'est dépêché de me suivre, en refermant la porte derrière lui. « Nicolas » criait Élodie hystérique derrière nous. « Attends. » Mais nous avions déjà disparu dans la cage d'escalier. Plus tard cette nuit-là, Élodie, toujours dans une couverture étrangère, tremblant de larmes et de froid, a franchi le seuil de l'appartement de ses parents. Sa mère a immédiatement levé les mains au ciel. Son visage s'est déformé d'horreur. « Élodie, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Élodie n'a rien répondu, elle s'est seulement effondrée à genoux sans force et s'est mise à sangloter, en se couvrant le visage de ses mains. Son père a lâché le journal, a couru, son visage avait pâli. « Lève-toi, arrête de brailler et explique-nous. » Sa voix sonnait sèche. Il y avait un mélange d'inquiétude et de sévérité. Il avait déjà deviné qu'il s'était passé quelque chose de fâcheux, en entendant des bribes de phrases et les cris hystériques de sa fille au téléphone sur le chemin du retour. Les parents en avaient entendu assez pour comprendre l'ampleur de la tragédie. La mère s'est agenouillée à côté, en essayant d'enlacer Élodie,
mais elle s'est seulement écartée, en continuant à se couvrir le visage de ses mains. C'est Nicolas, il a tout découvert. Il est venu. A-t-elle réussi à dire à travers les sanglots d'une manière incohérente. Donc c'est vrai, a tonné le père. Son visage s'était empourpré. Bon sang, Élodie, comment as-tu pu? Il a frappé du poing sur la table avec force, faisant teinter la tasse qui était dessus et l'a fait presque tomber. La mère a poussé un cri d'effroi, ma fille, ne reste pas silencieuse. Une trahison. Ce n'est pas possible. Pourquoi as-tu fait ça à Nicolas et aux enfants? Élodie rampait à genoux à leurs pieds, en s'étouffant de larmes. Son corps tremblait. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Maman, papa, pardonnez-moi. Elle a essayé de toucher la main de son père, mais il s'est écarté. Son visage était plein de mépris et de douleur. Honte et déshonneur, a-t-il seulement marmonné sourdement en se détournant. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La mère pleurait aussi, en pressant un mouchoir contre son visage. Mon Dieu, et Nicolas, et les petits-enfants. Élodie, qu'est-ce que tu as fait? Tu as ruiné une famille. Le père s'est détourné, en essayant de cacher les larmes qui montaient de rage et de déception. Ses épaules tremblaient de sanglots retenus. Élodie, en voyant que même le père strict pleurait, a pleuré encore plus fort, en prenant conscience de toute la gravité de sa faute. La nuit a été infernale. Les parents, eux-mêmes bouleversés jusqu'au fond de l'âme, tantôt réprimandaient Élodie, tantôt pleuraient avec elle, en comprenant que leur fille avait ruiné sa vie. Mais rien ne pouvait être ramené, le temps ne pouvait pas être inversé. Le matin, ils avaient déjà fermement décidé d'aller chez Nicolas et de demander pardon pour leur fille, en se sentant une part de responsabilité dans son éducation. Le lendemain, j'ai récupéré les enfants chez ma mère. Pendant que les enfants mettaient leurs chaussures dans l'entrée, ma mère, toujours une femme énergique et gaie, a doucement demandé à son fils, et sa voix a tremblé. C'est vrai, hein? Élodie t'a trompé. J'ai hoché la tête, en baissant les épaules fatiguées. Mon visage était épuisé. Oui, maman, c'est vrai. Ma mère a levé les mains au ciel, des larmes dans les yeux. Mon Dieu, comment est-ce possible? Toi, tu tiens le coup? J'ai souri amèrement. Déjà mieux qu'hier. Je tiens. Tiens bon, mon fils. Ma mère a touché son épaule, en essayant de lui transmettre son soutien. Sache que nous, ton père et moi, sommes de ton côté. Ce que nous pourrons, nous t'aiderons. Nous soutiendrons les enfants et toi. J'ai reconnaissant recouvert sa main de la mienne. Merci, maman. Je sais. Ma mère a soupiré lourdement et a soudain ajouté sévèrement, sa voix est devenue ferme. Et qu'elle n'ose pas demander grâce. Je comprends bien, tu ne lui pardonneras pas? Non, ai-je répondu fermement. Mon regard était inflexible. C'est fini. Et c'est bien, a secoué la tête ma mère fatiguée. On ne pardonne pas la trahison. Seuls mes petits-enfants me font de la peine. Je ne les blesserai pas, ai-je dit calmement. Ils resteront avec moi, et le temps dira. Grand-mère a essuyé ses yeux et s'est empressée de sourire en entendant les petits-enfants entrer en courant dans l'entrée, déjà prêts à rentrer à la maison. Alors, on rentre chez papa? A-t-elle demandé gaiement en enlace les enfants. Faites attention, obéissez à papa. D'accord, mamie, ont répondu les petits en chœur. J'ai serré fermement ma mère pour lui dire au revoir, en exprimant silencieusement ma profonde gratitude pour son soutien. Le même soir, à peine avais-je couché les enfants, j'ai entendu la sonnette de la porte. Sur le seuil se tenaient les beaux-parents avec des visages vieillis en une journée, des yeux lourds et tristes. Élodie, semble-t-il, était chez eux et avait raconté ce qui s'était passé, incapable de tout garder en elle. Je les ai silencieusement invités à entrer. Dans le salon planait un silence oppressant, plein de mots non dits et de douleur. Enfin, le beau-père, un grand homme aux cheveux gris avec un visage fatigué, a fait un pas vers moi. Sa voix tremblait. Nicolas, mon fils, nous n'avons rien à dire pour nous justifier. Nous sommes venus demander pardon pour Élodie. J'ai souri amèrement. Pourquoi vous excuser? Ce n'est pas vous qui avez détruit mon mariage. La belle-mère a sangloté, en pressant un mouchoir contre ses yeux. Ses épaules tremblaient. Le beau-père a baissé la tête. Son visage était couvert de rides profondes. Nous savons, mais nous aussi nous nous sentons coupables. Nous n'avons pas surveillé,
nous n'avons pas éduqué. Se déshonorer ainsi. Il s'est arrêté, incapable de continuer. Sa voix s'est brisée. J'ai soupiré et leur ai fait signe de s'asseoir. J'apprécie que vous soyez venus, ai-je dit doucement. Ma voix était fatiguée, mais ferme. Mais j'ai bien peur que cette situation ne soit plus réparable. Nous comprenons, a murmuré la belle-mère en essuyant ses larmes. Sa voix était pleine de chagrin. Bien sûr, nous comprenons. Élodie est anéantie de chagrin, elle jure qu'elle ne sait pas comment elle a pu se tromper ainsi. J'ai serré les poings sur mes genoux, mes yeux ont étincelé. Elle s'est trompée. Vous appelez erreur une tromperie de plusieurs mois et des coucheries à droite à gauche. Les parents d'Élodie se sont regardés. Leur visage exprimait une profonde honte. Le beau-père a lourdement hoché la tête. Tu as raison. Pas de pardon. Nous ne la justifions pas. Nous voulons seulement dire, si vous avez besoin de notre aide pour les petits-enfants, pour le divorce, nous sommes de votre côté. Élodie le sait. J'ai croisé son regard. Dans ses yeux fatigués mais honnêtes se lisait une vraie douleur et une profonde honte. Merci, ai-je répondu brièvement. Les enfants resteront avec moi. Je ne compte pas les priver de contact avec leur mère ou avec vous, s'ils le souhaitent eux-mêmes. Mais ils ne vivront plus sous le même toit qu'elle. Et moi non plus. Bien sûr, s'est empressée la belle-mère, et sa voix était pleine de soulagement que du moins sur ce point je ne leur mettrai pas d'obstacle. Personne ne discute. Nous comprenons. Le beau-père, après un silence, a ajouté, si besoin, garde l'appartement pour toi et les enfants. Élodie vivra avec nous. Elle n'est pas en état de discuter de questions patrimoniales en ce moment, je t'assure. J'ai hoché la tête. Cette question m'inquiétait le moins. Mais c'était bien que du moins ici il n'y ait pas de bataille et de complications inutiles. Comment vont les enfants, a demandé doucement la belle-mère. Son regard était plein d'inquiétude. Ils savent. Non, je n'ai rien dit, ai-je répondu. Le fils, pourtant, le garçon n'est pas bête. Il a vu que maman était souvent absente ces derniers temps. Je pense qu'il devine qu'il s'est passé quelque chose de mal. La fille est encore petite, elle s'ennuie simplement. Pauvre petit, s'est remise à pleurer la mère d'Élodie, et sa voix était pleine de compassion. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ruiné une famille, traumatisé les enfants. Le beau-père l'a enlacée par les épaules, en soupirant doucement. Bon, on ne va pas t'importuner, Nicolas, a-t-il dit en se levant. Nous sommes toujours prêts à aider, dans la mesure de nos moyens. Tiens bon, mon fils, tu es comme un fils pour nous, et pardonne-nous. Je n'ai fait que serrer silencieusement la main qu'ils me tendaient. Ce n'était pas à eux de pardonner, mais j'ai apprécié leur soutien sincère dans ce moment difficile. En raccompagnant les beaux-parents à la porte, je me suis senti vidé, mais en même temps soulagé. Maintenant tout était à sa place. Les parents de ma femme n'avaient pas couvert leur fille. Ils avaient accepté la vérité, aussi amère soit-elle. Ils étaient complètement du côté de la vérité, ce qui signifiait qu'en avant il n'y avait que des étapes claires et incontestables vers une nouvelle vie. Un soir, une semaine après le départ d'Élodie de notre maison, dans l'appartement des Martin a retenti un appel en visioconférence. Sur l'écran de la tablette s'est affiché « Maman appelle ». La fille de 7 ans a joyeusement levé les mains, et son visage s'est illuminé d'un sourire. « Maman !» Le fils de 10 ans s'est seulement renfrogné et s'est détourné vers la fenêtre. Ses épaules se sont tendues. J'ai soupiré et appuyé sur le bouton de réponse, en me préparant à une conversation difficile. Sur l'écran est apparu le visage d'Élodie, en larmes, inquiète, avec des traces de nuit sans sommeil. « Bonjour, mes chéris », a-t-elle réussi à dire en essayant d'esquisser un sourire. « Comment allez-vous là-bas ?»« Bonjour, maman », a crié la fille en collant son visage à l'écran de la tablette. « On s'ennuie. Quand est-ce que tu viens ?» Élodie a sangloté. Ses yeux se sont remplis de nouvelles larmes. « Mon soleil, je ne peux pas encore venir, mais je vous verrai bientôt, je te le promets. » Le garçon a reniflé. Sa voix était pleine de ressentiment. « Tu avais promis de nous emmener au square du quartier la semaine dernière, et tu n'es pas venu. »« Lucas ?» a commencé Élodie implorante, mais le fils a soudain explosé. « Ne m'appelle pas comme ça », a-t-il crié en serrant les poings. Ses yeux brûlaient. « Tu nous as trahis, Lucas. » Je l'ai sévèrement réprimandé, bien que mon cœur se serrait de douleur pour l'enfant.
Le fils comprenait tout beaucoup plus que je ne l'aurais voulu. Le garçon s'est retourné et a couru hors de la pièce, en claquant la porte. Dans la tablette, Élodie s'est mise à sangloter à voix haute. Ses sanglots secouaient l'écran. Nicolas. A-t-elle balbutié. Sa voix était pleine de désespoir. Est-ce que je peux lui parler, s'il te plaît? J'ai secoué la tête, en sentant une boule dans ma gorge. Pas maintenant. Il n'est pas prêt. La fille aussi s'est mise à pleurer, ne comprenant pas tout à fait pourquoi son frère et sa maman criaient. Bon, Élodie, il est déjà tard. On se rappelle une autre fois, ai-je dit doucement et j'ai terminé l'appel. Dans mon âme, des chats griffaient. J'avais vu les larmes de ma fille et entendu claquer la porte dans la chambre de mon fils. J'ai doucement serré ma fille en larmes contre ma poitrine, en murmurant que je l'aimais et que tout s'arrangerait, quoi qu'il arrive. Quelques minutes plus tard, la petite s'est calmée, et j'ai couché ma fille, mais je ne pouvais rien faire de plus. C'étaient les lourdes conséquences de l'acte d'Élodie, et les résoudre rapidement était impossible. La douleur resterait longtemps. Plus tard, j'ai frappé à la porte de la chambre des enfants. Le fils était allongé face au mur, enfoncé dans l'oreiller, son petit corps tremblait. Mon fils, on parle, ai-je demandé doucement en m'asseyant au bord du lit. Le fils n'a rien répondu, mais j'ai remarqué que ses épaules tremblaient finement de sanglots retenus. Mon fils, je sais que tu as mal et que tu es en colère en ce moment, ai-je dit doucement. Ma voix était pleine de tendresse et de compassion. Moi aussi, mais nous devons tenir bon. Tu as moi, grand-père et grand-mère. Nous t'aimons tous beaucoup. Et maman? A demandé doucement le garçon sans se retourner. Sa voix était étouffée par l'oreiller. Maman t'aime aussi, ai-je répondu après une pause, en essayant de choisir les bons mots. Simplement elle a commis une grande erreur et maintenant elle en paie le prix. Le garçon a sangloté. Pourquoi elle a fait ça, papa? On s'est mal comporté ou c'est toi qui l'as blessé? J'ai senti la colère contre Élodie se rallumer dans ma poitrine, car par ses actions elle avait fait en sorte que même des enfants innocents cherchent la faute en eux-mêmes. J'ai caressé doucement le dos de mon fils. Non, mon chéri, vous n'y êtes pour rien. Moi non plus, en général, je ne lui ai rien fait de mal. C'est la décision de maman qui est mauvaise et incorrecte, mais elle reste votre maman. Simplement maintenant elle vivra séparément. Le fils s'est brusquement assis, en regardant son père dans les yeux à travers les larmes. Je ne veux pas la voir, a-t-il crié. Sa voix tremblait de colère et de ressentiment. Elle nous a trahis, elle t'a trompé. J'ai tout entendu. Qu'elle s'en aille pour toujours. J'ai soupiré, en essayant de garder mon calme pour l'enfant. Je comprends ta colère. Tu as le droit d'être en colère, mais un jour, peut-être, tu changeras d'avis. C'est ta mère, et elle vous aime quand même. Je ne l'aime pas, a coupé le garçon avec obstination en essuyant son visage de ses paumes. J'ai délicatement enlacé mon fils, en le pressant contre moi. Il a d'abord tressailli, puis s'est mis à sangloter contre ma poitrine, en déversant toute sa douleur. Le père a silencieusement caressé sa tête, en lui laissant pleurer. On va y arriver, mon fils, ai-je dit doucement. Je ne te décevrai pas. Je serai toujours là. Le garçon n'a rien répondu, il s'est seulement serré plus fort contre son père, en trouvant du réconfort dans ses bras. Dans la semaine qui a suivi, tout a suivi son cours. J'ai déposé une demande de divorce, en joignant les preuves rassemblées par le détective. Élodie, sous la pression des faits évidents, de son profond repentir et de sa conscience, n'a rien contesté, en comprenant le caractère sans issue de la résistance. Elle a déménagé chez ses parents, en laissant à Nicolas, aux enfants leur appartement et tous les biens acquis en commun, sans rien exiger en retour. Le tribunal a laissé les enfants avec leur père, comme le souhaitaient les deux parties, reconnaissant sa capacité à leur assurer stabilité et amour. Élodie pouvait voir son fils et sa fille selon arrangement, mais au début les enfants ont durement vécu la séparation de leurs parents. Leur cœur d'enfant était blessé. Le fils, ayant beaucoup compris de ce qui s'était passé, ne parlait presque pas à sa mère lors des rares rencontres. Sa confiance était ébranlée. La fille s'ennuyait, mais s'habituait progressivement, entourée de l'amour de son père et de ses grands-parents qui ne la laissaient pas sombrer dans le désespoir. Moi, de toutes mes forces, j'essayerais d'entourer les enfants de soins et d'attention, de remplir leur vie de chaleur et de joie. Chaque soir, j'aidais mon fils avec ses devoirs, je lisais des contes à ma fille le soir,
je faisais tout pour compenser la perte de la tendresse maternelle et guérir les blessures psychiques causées par la trahison. Élodie vivait sa chute de manière douloureuse et torturante. Sa réputation parmi les amis et les collègues était détruite de fond en comble. La vérité sur la trahison s'est rapidement répandue dans notre cercle de connaissances, et on a commencé à la regarder avec condamnation. Les collègues murmuraient dans son dos et la regardaient de travers, en évitant le contact direct. Personne ne se pressait de la plaindre, car beaucoup l'avaient vue tromper son mari en se couvrant de prétextes compliqués. Hélène, en apprenant qu'on s'était servi de son nom pour couvrir des rencontres secrètes, a eu une discussion ferme avec Élodie et a bientôt cessé toute communication avec elle. Du travail, Élodie a démissionné de son plein gré. Il lui était insupportable d'y paraître après tout ce qui s'était passé. Et Cyril Lambert a bientôt quitté l'entreprise. Sa famille aussi s'est brisée. Ayant reçu les photos de son infidélité, sa femme a immédiatement déposé une demande de divorce, ne voulant écouter aucune explication. Elle n'a pas voulu entendre les explications de son mari, elle n'a pas pardonné la trahison. Cyril a perdu sa famille, et sa vie aussi est partie à volo. Le partage des biens lui a coûté très cher, et il ne pouvait voir sa fille que sur décision de justice et sous stricte surveillance. Après tout ce qu'ils avaient vécu, entre Élodie et Cyril leur roman secret s'est éteint de lui-même, en se transformant en cendres. Ils ont échangé quelques accusations mutuelles et se sont séparés dans des directions différentes, en restant avec rien, en ayant tout perdu. Moi, après être passé par une douleur insupportable et une rage totale, j'ai enfin trouvé le calme et l'harmonie intérieure tant attendue. J'ai préservé ma famille, certes sans la femme qui m'avait trahi, mais avec les enfants et entouré de gens en qui on pouvait avoir entièrement confiance. Désormais, dans ma maison il n'y avait plus de place pour le mensonge et l'hypocrisie. Mon cœur gardait encore les cicatrices du bouleversement vécu, mais devant on voyait déjà la lumière, annonçant le début d'un nouveau chapitre pur dans ma vie. Le temps guérirait ces blessures, n'en faisant qu'une partie du passé. Le principal, c'est que je ne me suis pas laissé briser, j'ai protégé mes enfants de nouveaux bouleversements et j'ai montré que la confiance ne peut pas être piétinée impunément. J'ai compris que la justice avait triomphé, que les traîtres avaient été pleinement punis, et cela me donnait la force d'aller de l'avant. Et sur ce, l'histoire se termine. En réfléchissant à voix haute, on peut dire, la trahison, comme la rouille, ronge les relations les plus solides, en les transformant en poussière. Élodie pensait tromper le destin pour une passion interdite éphémère, mais n'a fait que détruire sa vie et celle de ses proches, y compris des enfants innocents dont les cœurs ont été brisés. Chaque action a des conséquences, et on ne peut pas y échapper. Tôt ou tard la vérité éclate, aussi soigneusement cachée soit-elle. Et la rétribution pour le mensonge et la trahison est inévitable. Comme on dit, on ne construit pas son bonheur sur le malheur des autres. La fidélité et l'honnêteté sont le principal fondement d'une famille solide, et l'infidélité ne mène qu'à la perte de tout ce qui a été créé pendant des années. J'ai froidement planifié ma vengeance et en résultat j'ai retrouvé mon respect, protégé les enfants et montré que la confiance ne peut pas être piétinée impunément. Partagez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que la vengeance froide et soigneusement planifiée était la meilleure réaction possible face à une trahison? Pourquoi? Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à nous laisser un « j'aime ».